Bonjour. Les réseaux de transport utilisent la haute tension, appelée HTB, et couvrant les tensions de 50 kV à 500 kV, et ont pour but de transporter l'énergie des grands centres de production vers les régions consommatrices d'électricité. Dans cette séquence, nous allons nous intéresser au réseau de transport et plus précisément à la gestion de ce réseau par son gestionnaire unique. En effet, le réseau de transport d'électricité constitue un monopole régulé. Son gestionnaire est neutre et indépendant. En France, c'est RTE, le réseau de transport d'électricité, qui possède et gère la haute et très haute tension, allant de 63 à 400 kV. Les activités du gestionnaire de réseau de transport couvrent non seulement l'infrastructure du réseau, mais également le fonctionnement du système électrique. Cette organisation intégrée fait que le métier de gestionnaire de réseau de transport présente de nombreux aspects. Les principaux d'entre eux ont trait à l'exploitation et au maintien de l'infrastructure du réseau, à la gestion des flux électriques et au maintien des conditions technico-économiques garantissant l'accès au réseau, que ce soit pour les producteurs ou pour les consommateurs d'énergie. Le premier travail du gestionnaire de réseau de transport est d'assurer la capacité même de fonctionnement de l'infrastructure physique du réseau, par sa construction, son exploitation et sa maintenance. Le réseau de transport regroupe en général une partie grand transport et une partie répartition. Un exemple d'illustration du réseau français est proposé ici comme support. La partie du réseau dédiée au grand transport possède une structure maillée ou interconnectée, ainsi que des lignes électriques de forte capacité de transit, 400 kV en France, qui acheminent l'électricité à grande distance, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres. Par leur configuration, les réseaux maillés garantissent une bonne sécurité d'alimentation. En effet, à condition que le gestionnaire du réseau de transport respecte bien la règle dite du N-1, la perte accidentelle de n'importe quel élément du réseau, une ligne électrique, un transformateur, un groupe de production, est sans conséquence définitive pour le bon fonctionnement du réseau et n'entraîne donc pas de coupure d'électricité. Sur ce réseau de grand transport sont raccordées les lignes d'interconnexion qui sont également gérées par les gestionnaires de réseau de transport avec les pays voisins et les principales centrales électriques de forte puissance. Les réseaux de répartition ont des tensions variant entre 50 et 250 kV et ont pour but d'assurer la fourniture d'électricité à l'échelle régionale jusqu'au réseau de distribution à 20 kV en France, ainsi qu'aux grandes industries. Certains gros consommateurs industriels sont en effet directement alimentés par le réseau de transport et non pas par le réseau de distribution. L'énergie est injectée dans le réseau de répartition essentiellement par le réseau de grand transport via des transformateurs, mais également par des centrales électriques de moyenne puissance. Les réseaux de répartition peuvent être exploités de façon bouclée ou non, selon les transits sur le réseau. La règle du N-1 n'est donc plus systématiquement vérifiée. Pour gérer les problèmes de report de charge par exemple, la conduite des réseaux de répartition est assurée en coordination avec celle du réseau de transport. Le gestionnaire de réseau est donc responsable des choix qui déterminent la structure du réseau et de son implantation physique. Il veille également au bon fonctionnement de chacun de ses composants. Le réseau de transport comprend des lignes bien sûr, également des postes électriques de répartition et de transformation. L'ensemble de ces composants font l'objet d'actions de maintenance à différents niveaux. Peinture des pylônes, élagage au voisinage des lignes, vérification des systèmes de protection et de téléconduite, etc. Ces actions sont une partie importante des postes de dépenses nécessaires au maintien du réseau de transport dans ses capacités à assurer ses fonctions. À titre indicatif, en France, RTE gère un peu plus de 100 000 km de lignes actuellement. Dans le cas du réseau de transport français, une grande partie du financement du réseau est obtenue par l'intermédiaire du tarif d'utilisation du réseau, le TURP, qui va fixer un prix à l'usage du réseau à même de couvrir ses dépenses de fonctionnement. Ce tarif est proposé par le CRE et est validé par le ministre chargé de l'énergie. Les opérations de maintenance qui entrent dans le cadre du fonctionnement routinier doivent également venir en réponse à des événements plus rares mais souvent plus graves. L'historique de ces événements, ainsi que les solutions qui ont été apportées, offrent un retour sur expérience en général suffisamment intéressant pour le capitaliser. Ainsi, il est possible de trouver des bilans annuels ayant trait à la sûreté du système électrique. Ces bilans de sûreté sont, entre autres, avec les besoins des utilisateurs, une des entrées d'une autre dimension du travail du gestionnaire, l'étape de planification du réseau, qui définit les évolutions futures à apporter à l'existant. Une fois l'infrastructure physique assurée, la seconde tâche du gestionnaire consiste à gérer le système électrique, plus précisément les flux d'énergie électrique. Le réseau est un système électrique régi par des lois physiques,
Les actions exercées sur le réseau de transport sont multiples. Injection des centrales de production, soutirage des gros sites industriels et du réseau de distribution, interconnexion avec les pays voisins, etc. La gestion des flux d'électricité consiste à assurer en temps réel la bonne coordination de l'ensemble des acteurs en présence dans le respect des contraintes physiques. Cela nécessite non seulement une connaissance technique de l'état du réseau, mais également une connaissance prévisionnelle de la production et de la consommation, ainsi que des marges de sécurité, le tout en lien avec les marchés de l'énergie. Du point de vue technique, pour que le réseau fonctionne à une fréquence stabilisée autour de 50 Hz, les groupes de production doivent à chaque instant adapter leur production à la puissance appelée par les consommateurs. En effet, on ne peut pas encore influencer systématiquement la courbe de charge, ce qui est consommé à chaque instant, et les progrès technologiques du stockage ne permettent pas encore d'envisager celui-ci à très grande échelle, ce qui permettrait de décaler dans le temps les épisodes de production et de consommation. Il faut donc jouer sur la force naturelle du réseau, à savoir sa capacité à mutualiser de façon instantanée tous les moyens de production interconnectés. Ceci est obtenu à court terme par l'intermédiaire de mécanismes de réglage qui vont concerner la fréquence et la tension. Les mécanismes sont similaires, mais la fréquence va avoir un lien fort avec la puissance active, alors que la tension sera liée à la puissance réactive. À plus long terme, la maîtrise de cet équilibre se base sur la prévision optimisant l'adéquation de la production aux besoins futurs. Ces prévisions sont établies d'une part sur la base d'historiques annuels de consommation et d'autre part sur les informations de Météo France. Elles sont recoupées avec les capacités des producteurs d'électricité à court, moyen et long terme et sont régulièrement actualisées jusqu'à la veille pour le lendemain. L'objectif est au final de disposer de marges de sécurité suffisantes et mobilisables en temps réel afin d'assurer l'équilibre du système. Cela nécessite d'aller solliciter les marchés de l'énergie adaptés aux échelles de temps requises par l'égalité production-consommation et par les ajustements. À titre d'illustration, vous pouvez voir sur cette courbe une évolution de la fréquence suite à un aléa de production de 2800 MW. Cette perte a été rattrapée après un passage où la fréquence a chuté quelque temps avant de revenir à la normale. Pour obtenir ces résultats, des exigences réglementaires imposent à l'ensemble des producteurs de participer au maintien du système en palliant cette perte. La répartition de cet effort est notamment déterminée par le réglage de fréquence. La fréquence, du fait de son lien avec la puissance active, est un bon indicateur de l'égalité production-consommation. Le réglage de fréquence est donc primordial pour la stabilité du système électrique. Il comporte 3 volets. Les 2 premiers sont inclus dans les services systèmes. Ce sont les services que les producteurs doivent généralement fournir au réseau dès lors qu'ils y injectent de la puissance. Et le 3e est une réaction au niveau national, pilotée par le gestionnaire de réseau de transport. Le réglage primaire de fréquence permet l'ajustement par rapport à une consigne de puissance afin de stabiliser la fréquence, mais pas de la ramener à sa valeur initiale. C'est une régulation non coordonnée dont le dimensionnement vise à compenser au minimum la perte du plus gros groupe de parcs de production. Le réglage secondaire consiste à envoyer une nouvelle consigne de puissance au générateur qui participe à ce réglage. Le but est de ramener la fréquence à sa valeur initiale et de corriger les écarts de bilan énergétique entre les zones de réglage impactées par l'action du réglage primaire. La régulation est ici plutôt à l'échelle régionale. L'ensemble est contrôlé de façon coordonnée et automatique depuis l'un des centres de conduite de RTE. Enfin, le réglage tertiaire est manuel. Il s'agit de démarrer des groupes supplémentaires ou de faire appel à d'autres moyens pour renforcer temporairement la production. En France, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement. L'objectif est de reconstituer les réserves primaires et secondaires et de finaliser l'harmonisation des flux d'énergie dans le réseau à l'échelle nationale. Ce mécanisme d'ajustement permet à RTE de disposer à tout moment de réserves de puissance mobilisables en cas de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité, de congestion sur le réseau ou de besoin de reconstitution des réserves en puissance pour les services systèmes. Son principe repose sur un système d'appel d'offres permanent. RTE puise ainsi dans un jeu d'offres explicites des producteurs d'électricité les besoins d'ajustement à la hausse ou à la baisse nécessaires au rétablissement de l'équilibre production-consommation. Ces offres regroupent l'entité, la capacité et le prix. Si les offres, donc les achats, se font à la hausse, la production doit augmenter, les imports d'électricité et la consommation doivent diminuer. Si les offres se font à la baisse, c'est que la production doit diminuer, de l'électricité doit être exportée. Les acteurs liés à ce mécanisme d'ajustement sont des producteurs qui offrent des capacités de modulation de leur production, des sociétés étrangères, que ce soit à l'import ou à l'export d'énergie électrique, et des consommateurs susceptibles de moduler leur consommation.
Que ce soit pour la fréquence, la tension ou toute autre grandeur représentative du maintien de la stabilité du système électrique, une partie des réglages s'effectue directement au niveau des centrales électriques et une autre partie est gérée au niveau des centres de contrôle régionaux et nationaux. On parle de centres de dispatching. Les gestionnaires de réseau des différents pays européens travaillent également en concertation et d'autant plus étroitement que les pays possèdent des interconnexions. Des échanges transfrontaliers viennent donc également compléter les possibilités de réglage. D'autre part, et c'est d'autant plus vrai que les échanges transfrontaliers augmentent en volume, les flux électriques doivent être en partie dirigés, indirectement, par exemple en jouant sur le niveau de production des différentes centrales, pour éviter les surcharges sur les lignes et les transformateurs. Ce sont les dispatchings régionaux, au nombre de 7 en France, qui ont pour charge de répartir les flux sur les lignes électriques afin de garantir un niveau de sûreté suffisant du réseau. Ce dispatching a également pour objectif de garantir le respect de la règle du N-1, c'est-à-dire d'éviter tout risque de blackout en cas d'incident sur un ouvrage de transport unique. Le réseau doit toujours se trouver dans un état tel que la perte d'un ouvrage ne provoquera pas de propagation de l'incident, par exemple sous l'effet de surcharge en cascade. Pour conclure, le gestionnaire de réseau a un métier à multiples facettes, qui vont d'actions techniques sur un système physique dont les règles de fonctionnement sont maîtrisées, à la gestion d'équilibre production-consommation en lien avec les marchés d'énergie. Toutes ces actions doivent s'inscrire dans un esprit de neutralité vis-à-vis de l'accès au réseau, tout en garantissant un fonctionnement sûr et sécurisé du réseau physique au plus proche du temps réel. De ce fait, le gestionnaire du réseau de transport assure les conditions permettant à tous les acteurs, que ce soit les producteurs, les consommateurs, les traders en énergie, etc., d'intervenir sur les marchés d'énergie en achetant ou en vendant de l'électricité ou des transferts sur les lignes d'interconnexion transfrontalières.